Pairdefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité pour cette deuxième partie d'émission, c'est Priscilla Ludowski. Bonjour. Figure connue du mouvement des Gilets jaunes, et vous êtes candidate sur la liste EELV, les écolos. Qu'est-ce qui vous a amené en fait à rejoindre cette liste pour les européennes ? Bonjour, et oui, je suis sur cette liste à la 9e position en tant que société civile. Ce sont les candidatures dites d'ouverture, comme ça que les présentent les écologistes. Et qu'est-ce qui m'a amené à arriver sur cette liste ? J'ai déjà travaillé avec Marie Toussaint, on a écrit un livre ensemble sur les violences environnementales. D'ailleurs, ce livre a émergé d'une discussion qu'on avait sur les Gilets jaunes et l'implication des personnes qui militaient dans le mouvement des Gilets jaunes sur les questions environnementales. Et de là, j'ai pu travailler avec Marie. Mais de manière plus générale, j'ai travaillé sur la question du travail et de la fiscalité avec des écologistes de manière ponctuelle depuis 2019. Donc, c'est peut-être tout naturellement que j'arrive à cette liste aujourd'hui, alors en tout cas en 2019 et même jusque 2023, j'avais pas du tout l'intention de me lancer en politique. Enfin, vous aviez travaillé sur les mouvements citoyens aussi à l'issue des Gilets jaunes, savoir comment aussi faire vivre les idées, les mouvements politiques au-delà justement des écuries existantes. Clairement, oui, le sujet de la démocratie, ça a été un gros volet du mouvement des Gilets jaunes. Donc j'ai travaillé sur des ateliers qui permettent de questionner la Constitution et de travailler à ce que chacun et chacune puisse se saisir de cet exercice, de contribuer à écrire les règles du jeu, on va dire, de la société, en tout cas les règles de fonctionnement. Et puis ensuite, de manière plus générale, avec ce qu'on a appelé des assemblées citoyennes, et voilà, tout ce type de dispositif pour questionner un peu la manière dont on crée une mesure et de faire qu'elle soit en tout cas plus juste, dans le sens où c'est ce qui avait mené à la création de la taxe carbone et de la pétition que j'ai lancée, c'est que c'était une mesure qui selon moi était mal articulée parce qu'elle impactait toujours les mêmes de la même manière. Donc je rappelle juste que le kérosène n'était pas taxé, le fuel maritime n'était pas taxé et toujours pas aujourd'hui, alors même qu'en tant qu'automobiliste on était surtaxé. Donc c'était où était la justice dans cette affaire, et c'est ce qui nous a amené en fait à questionner les espaces démocratiques et dire en fait on n'a plus confiance aux politiques et aux institutions. Comment on fait en tant que citoyen et citoyenne pour travailler à construire aussi ces mesures-là pour qu'elles soient moins gênantes. Mais du coup, est-ce que le fait que vous soyez sur cette liste va redonner confiance aux politiques ou pas ? Comment ça se passe finalement ? J'ai envie de dire qu'à titre personnel, j'ai testé les manifestations, les tribunes, les pétitions, voilà, tout un tas de choses, les actions de désobéissance civile, et je pense qu'il faut une combinaison de tout ça, avec les actions en justice aussi, voilà, tout ce type de choses. Et que pourquoi pas l'échelle européenne est intéressante dans le sens où ça permet de travailler sereinement sur le fond des sujets et que ça a un impact sur notre quotidien. C'est juste peut-être qu'on s'en rend pas compte, mais travailler les directives, ça a un impact sur notre quotidien. Et j'ai envie d'amener ce sujet de la démocratie avec des choses qu'on porte dans le programme, de manière peut-être je peux donner des exemples là aux personnes qui nous écoutent. Je porte le RIC européen, donc le référendum d'initiative citoyenne européen, pour qu'en fait on ait une personne à l'échelle de l'Union qui puisse initier une pétition et pourquoi pas déclencher un référendum. Ça n'existe pas aujourd'hui. Non, ça n'existe pas. Ce qui existe aujourd'hui, c'est l'ICE, l'initiative citoyenne européenne, qui en fait nécessite qu'il y ait 7 personnes situées dans l'Union européenne. Dans différents pays. Dans différents pays, et qui constituent un comité citoyen. Et qui réunissent 1 million de signatures. Et il y a déjà eu des ICE Il y en a eu une centaine, lancées principalement par les écologistes d'ailleurs, mais pas les écologistes uniquement français, mais à l'échelle de l'Union. Et donc c'est un outil qui est bien utilisé, mais qui a aussi ses limites. C'est pour ça qu'il faudrait aussi travailler à l'alléger. Donc c'est aussi une des choses que j'ai envie de faire, mais surtout d'instaurer ce RIC pour qu'on puisse amener la possibilité pour une personne de lancer un débat public à l'échelle de l'Union, pourquoi pas. Et puis quelque chose de beaucoup plus large comme l'Assemblée constituante. Ce qu'on porte aussi, c'est ça. C'est de dire qu'en fait, il y a des choses qui fonctionnent pas très bien à l'échelle de l'Union européenne et on aimerait que chacun et chacune puisse contribuer à réécrire les règles du jeu de l'Europe. Et je dis ça parce que dans le mouvement des Gilets jaunes, beaucoup ne croient pas forcément à l'Union européenne. Ils disent mais en fait, comment ça nous impacte ? Nous, on n'y croit pas, c'est loin de nous, etc. Je trouve que cette mesure, elle est très intéressante de dire qu'on peut lancer une assemblée constituante et mettre autour de la table des acteurs et des actrices qui vont questionner le fonctionnement, permettre le droit de vote à 16 ans, permettre ce RIC, permettre tout un tas de mesures qui accroît la transparence dans les interactions qu'il y a au sein du Parlement, notamment avec les lobbyistes qui ont un accès facilité. Ils ont un badge pour entrer au Parlement, comme les eurodéputés, ce qui est inadmissible. Ils ont un registre des lobbyistes aussi qui sont marqués quel rendez-vous ils ont avec quel député. C'est pas tellement transparent, donc on appelle aussi à ce qu'il y ait plus de transparence là-dessus parce que c'est assez flou et c'est absolument pas normal qu'ils aient accès au Parlement comme
comme un eurodéputé. Donc voilà, il y a tout un tas de choses comme ça que moi j'ai envie de porter. Et autre scandale ou questionnement sur le double emploi, c'est-à-dire que vous pouvez être eurodéputé et avoir une activité, comme ça avait été le cas pour Rachida Dati, qui était avocate, et donc travailler avec des lobbies en dehors de votre mandat d'eurodéputé. Là aussi, ça pose question, sachant que vous êtes extrêmement bien payé en tant que député européen. Pourquoi avoir droit à avoir une double activité, notamment avec des lobbies? Là, c'est vraiment particulier. Ça questionne vraiment, et c'est absolument pas normal. Et je trouve qu'on ne questionne pas assez ces questions démocratiques parce qu'on les relègue un peu au second plan en se disant alors évidemment les questions sociales sont importantes, évidemment les questions environnementales sont importantes, mais si on travaille au sein d'une institution qui est fragilisée, comment on fait pour mettre ces mesures-là en place? Eh oui. Donc c'est aussi à la fois se protéger avec un bouclier de toutes ces grandes multinationales qui ont accès libre, qui influencent les eurodéputés d'une certaine manière. Et donc si c'est publié, si c'est bien transparent et visible, accessible surtout, du citoyen ou de la citoyenne lambda, ce sera peut-être plus difficile. Voilà, la transparence, on en est loin. Quand on voit les contrats avec Pfizer d'Ursula von der Leyen, elle n'a pas voulu fournir ses SMS, contrats où il a fallu se battre pour avoir accès à ces contrats. Enfin, la transparence, c'est pour les autres, on a l'impression. Alors, c'est pour les autres, mais peut-être toujours les mêmes. Ouais, c'est ça le problème. Enfin, si je reviens à l'échelle nationale et à la taxe carbone, quand j'avais rencontré les ministres à l'époque de la transition écologique, et je lui demandais mais qu'est-ce que vous faites avec les taxes? Et il n'était pas capable de répondre. J'avais demandé les justificatifs pour la forme. On n'est pas là à demander un ticket de caisse, n'est-ce pas? Mais pour la forme, je demandais comment avez-vous utilisé ces fonds, et il m'avait promis à plusieurs reprises qu'ils allaient me transmettre les justificatifs. Et après, la secrétaire d'État avait aussi confirmé en direct à la télé, je citerai pas la chaîne, parce que je l'avais interpellée en duplex volontairement, de manière provocatrice, et elle avait dit oui, on vous donnera les justificatifs en direct. Elle n'a jamais donné quoi que ce soit, et en fait, on a appris plus tard que ça avait été détourné vers le CICE, qui est un avantage fiscal. Oui, pour les entreprises. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, on met des dispositifs en place, et puis il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de suivi. En fait, on détourne un peu l'argent des Français, en fait, finalement. Systématiquement, oui, sans traçabilité, si ce n'est la Cour des comptes qui, de temps en temps, fait un rapport, pour dire c'est un peu n'importe quoi. C'est ça. On se retrouve dans un instant avec notre invitée Priscilla Ludowski pour parler, bien sûr, de transparence citoyenne, de mouvement démocratique, d'Europe aussi, et de sa candidature au sein de la liste Europe Écologie Les Verts. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je voulais vous dire que j'appréciais vraiment Sud Radio sans vouloir vous flatter parce que vous êtes les seuls quasiment qui êtes capables d'inviter des personnalités qui ont des points de vue différents. Sud Radio, parlons Sud Radio sans vouloir. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Et on se retrouve avec Priscilla Ludowski, candidate sur la liste Europe Écologie Les Verts pour les européennes. On en parlait en première partie d'émission, l'omniprésence médiatique du Premier ministre Gabriel Attal et du président Emmanuel Macron, qui ont voulu d'une certaine façon invisibiliser les listes d'opposition, très critiques vis-à-vis de cette prise de parole hier soir et de l'invitation également pour certains de Volodymyr Zelensky ce matin à l'Assemblée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette stratégie déjà de passer devant leur candidat, Valérie Hayé, et puis ensuite d'essayer de mettre un duel entre le parti d'Emmanuel Macron et le parti de Marine Le Pen, le Rassemblement national? Je trouve que le parti d'Emmanuel Macron fait ce qu'il a toujours fait depuis 2018, c'est-à-dire qu'ils orientent la conversation nationale vers ce qui les arrange. Et je trouve pas normal que y a une tête de liste pour leur parti concernant les élections européennes. Donc d'avoir comme ça ces intrusions successives du chef de l'État ou de son gouvernement, c'est quand même ça questionne encore les sujets. On parlait de la démocratie tout à l'heure, ça questionne cet aspect-là aussi. Et c'est assez inquiétant et ça va pas du tout en s'arrangeant. On sait que sous l'ère Macron, la France a été déclassée à 2 reprises comme démocratie défaillante. Ouais. Je pense qu'il continue à contribuer. Alors bien sûr, le classement maintenant est revenu entre guillemets à la normale, mais en tout cas, il agit constamment, je trouve, à fragiliser notre système démocratique, si j'ai envie de dire. Mais surtout, je trouve que ça me fait penser à l'élection présidentielle où il a limite écrit une lettre de motivation pour se présenter. Il avait fait une lettre dans je ne sais plus quel journal pour dire qu'il se présentait à l'élection. Alors on est en pleine crise sanitaire, mais quand même, il y a personne qui a pu questionner son bilan.
Non. Avant qu'il se présente. Et donc, toutes voilà, la manière dont il a géré aussi le grand débat. Enfin voilà, voilà, j'ai l'impression qu'il y a un schéma qui se reproduit à chaque fois. Systématiquement. Et la violence, moi je trouve que il n'y a pas eu non plus beaucoup d'impact sur les nombreux gilets jaunes qui ont été mutilés lors des manifestations par une répression quand même qui a été ultra violente. Bien sûr. Et d'ailleurs, il y a l'ONU qui a de nouveau, alors c'était déjà le cas en 2019, mais en 2023, qui a épinglé la France à nouveau. Pour questionner l'usage disproportionné de la force, c'est ce qu'ils disent. Plusieurs pays demandent à la France des comptes. Emmanuel Macron n'a jamais réagi à ça, si ce n'est pour dire que c'était en réponse à une légitime défense. Et donc c'est anormal parce que on se retrouve en fait dans un pays qui se dit démocratique et qui porte les droits de l'homme, mais qui en fait les bafoue constamment. Et on peut parler aussi des libertés associatives. Bien sûr. Ce qui s'est passé avec Anticor, ce qui s'est passé avec la LDH. Enfin, c'est quand même inquiétant. Il y a de ça quelques semaines, Anticor qui n'a toujours pas son agrément. C'est quand même inquiétant. Un déni, un refus de la part du gouvernement. Sur une question aussi importante que la corruption. Et sur l'écologie aussi, on peut voir qu'il y a un double discours d'Emmanuel Macron, de faire croire qu'il est le champion of the climate, of the planet, je ne sais plus ce que c'était. Et puis la criminalisation en fait des mouvements écologistes, notamment les soulèvements de la terre, avec ce terme éco-terroriste employé systématiquement par Gérald Darmanin. Encore une manifestation interdite par le préfet contre l'A69, il me semble. Qu'est-ce que ça dit en fait de la question écologiste et de la gestion par Emmanuel Macron? D'abord, les ONG, peut-être que les personnes qui nous écoutent ont envie d'avoir des avis différents que ceux des partis politiques pour se faire eux-mêmes leur opinion. Et les ONG telles que Réseau Action Climat et d'autres ont scanné les programmes des différents, en tout cas de 8 listes, les principales listes, on va dire, et sans surprise, Rassemblement National, Reconquête et LR et puis Renaissance ont des programmes qui ne sont pas du tout satisfaisants du point de vue de l'écologie. Et on peut aller voir le détail pour s'en assurer. Mais du coup, c'est pas une surprise. On a vu que la Convention citoyenne pour le climat, ça a été balayé d'un revers de la main. Emmanuel Macron n'a pas du tout tenu ses promesses là-dessus. Alors que là, ça avait été co-construit avec des personnes qui avaient des outils. Oui, mais c'était encore un truc de communication finalement. Pour lui, oui. Pour les gens qui ont bossé 9 mois, c'était quand même sérieux, quoi. Donc c'est vrai que ils ont été très déçus. Exactement, ils ont été déçus. Donc on voit bien qu'il n'a pas du tout l'intention d'aller dans ce sens-là. Et puis, oui, on qualifie les actions de désobéissance civile comme du terrorisme. C'est extrêmement grave quand on sait en plus que les gens vivent en temps d'actes terroristes. Avec des descentes de police, de brigades spéciales au petit matin. Notamment, il y avait eu un cafouillage où une famille s'était fait arrêter de manière assez musclée, violente, alors que c'était pas les bons. Ils avaient frappé à la mauvaise porte. Alors qu'il y ait des erreurs à la limite et qu'ils sachent s'en excuser et puis réparer en cas. Mais ça va plus loin. C'est-à-dire que du coup, il crée aussi des lois. Il y a eu la loi de sécurité globale où en fait il y avait l'interdiction de filmer dans cette loi, etc. Il y a tout un tas de choses qui sont mises en place pour faire qu'on soit limité dans nos actions en fait de nos actions militantes. Et oui, en fait, même l'ONU a aussi pointé cette question-là et cette inquiétude en disant qu'en fait, ça menace les droits humains et ça menace nos libertés. Et d'ailleurs, c'est intéressant qu'on en parle là parce que ça fait partie des choses que je veux porter aussi au Parlement, à savoir mener un état des lieux des pratiques de maintien de l'ordre dans les 27 pays des États membres de l'UE pour s'inspirer de pratiques qui vont vers la désescalade de la violence, qu'on pratique parfois dans les pays nordiques. Et pour ensuite scanner de plus près la France et dire en fait ce type de mesures là, ce type de mesures prises sur le terrain, ça ne fonctionne pas et ça blesse les gens, notamment pendant le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu beaucoup de mutilés. Et donc on a eu il n'y a pas si longtemps la Cour européenne des droits de l'homme qui s'est prononcée sur la question de la NAS avec Fawzi Lelouch. On avait porté plainte contre Didier Lallemand pour cette pratique qui avait mené à la catastrophe à Place d'Italie en 2019. C'est documenté, les observateurs de la Ligue des droits de l'homme ont documenté ça à Paris. Ils l'avaient déjà fait quand l'Allemand était à Bordeaux. Donc en fait, voilà, on a de la matière, mais c'est difficile de se faire entendre et c'est difficile d'avoir la justice de notre côté sur ces questions-là. Oui, c'est encore un déni démocratique d'une certaine façon. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est ça. Et on voit de quel côté le vrai pouvoir, c'est ça aussi. Oui. Et sur l'écologie, alors, puisque c'est un thème qui vous est cher, évidemment, le mouvement des Gilets jaunes part sur cette taxe carbone. L'idée de dire il faut toujours faire la poche des Français avec des nouvelles taxes pour la planète, pour l'écologie. Comment on fait pour sortir de cette idée de l'écologie punitive, les zones à faible émission qui vont encore être difficiles pour ceux qui ont des voitures trop vieilles et qui ne pourront plus aller en ville. Enfin, on a l'impression que tout ce qui est de l'ordre de la mesure écologiste aujourd'hui, elle est contraignante et toujours vers à peu près les mêmes, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter une voiture électrique, ceux qui n'ont pas les moyens de refaire l'isolation de leur logement, etc., etc. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là? Et qu'est-ce que proposent les Verts?
C'est sûr que les multiples crises et dont celle du climat font que moins on agit, plus on aura des mesures qui nous feront pas plaisir. Et c'est pour ça que la Convention citoyenne pour le climat était intéressante, parce que ces personnes qui ont été tirées au sort, elles ont pu prendre la mesure de la situation et dire ok, il y aura des contraintes, mais peut-être qu'on devrait avancer progressivement et mettre ça en place. Et en l'occurrence, un exemple intéressant que moi je trouve et que j'ai envie de porter et qu'on a porté très fort dans le mouvement des Gilets jaunes, pour rendre accessibles les produits sains, on disait à l'époque, oui, mais en fait, on n'a pas les moyens de manger bio, on n'a pas les moyens de manger plus sainement, c'est beaucoup trop cher, donc forcément, on se dirige vers des produits qui sont plus toxiques. Là, ce qu'on porte et que j'ai envie de porter fort, c'est ce qu'on appelait la TVA verte. C'est l'idée de réduire, voire de supprimer la TVA sur les produits non toxiques et européens. Nous, on avait dit non toxiques et français, parce que c'était à l'échelle nationale pendant les Gilets jaunes. Mais du coup, c'est quelque chose que j'ai envie de porter parce que c'est plus admissible de dire aux gens mangez sainement. Et c'est trop cher. Ouais. Donc c'est ce genre de choses que j'ai envie de porter qui figure au programme. Et la deuxième chose, entre autres évidemment, c'est celle de ce qu'on a appelé le droit de veto social. Et c'est de dire, et ça aussi ça devrait être une logique même, j'ai envie de dire, continue dans l'écriture des lois, mais c'est une mesure, le droit de veto social, qui consiste à dire dès lors qu'on met une directive en place, on déclenche une consultation avec autour de la table les principaux acteurs et principales actrices qui seraient impactés par cette directive. Et si on se rend compte que ça impacte négativement de 10 à 20% les personnes les plus précaires de l'Union européenne, alors on met pas en place. Et ça, c'est quelque chose qui devrait être dans la boussole de chaque élu, j'ai envie de dire. On est loin du compte. On est très loin du compte. Donc on a peut-être tendance à croire que les écologistes portent pas de mesures sociales et démocratiques. C'est faux. C'est simplement que, évidemment, se sont bâtis sur ces questions écologiques et environnementales. Mais il y a des choses qui sont portées et moi, j'ai envie de les porter. Alors, dernière question, justement, les élections européennes, elles sont plutôt bonnes pour les partis écolos. Et cette fois-ci, on a l'impression que la campagne est difficile, les derniers sondages ne sont pas bons, LV serait sous la barre des 5%, donc pas forcément remboursé de la campagne. Comment ça se fait qu'on en arrive à ce désamour, ou du moins ce moment qui devrait bénéficier au Parti vert ne l'est plus? J'ai envie de croire que les sondages sont faux, hein. J'espère. Oui. J'espère pour plein de raisons. J'espère parce qu'en fait, la situation pour le climat s'arrange pas. Et qu'on le veuille ou pas, qu'on l'admette ou pas, les écologistes ont le meilleur programme sur les questions écologiques. Donc s'il n'y a pas d'écologistes au Parlement, alors même qu'en face, on a quand même l'extrême droite qui vote les mesures antisociales et anti-écologiques, c'est problématique pour tout le monde. Je veux dire, il faut vraiment aller voter parce que c'est important que il y a des partis qui portent des sujets plus que d'autres. Et en l'occurrence, sur la question environnementale, il n'y a plus de sujet. Il y a le consensus scientifique. On n'est plus à débattre de s'il y a un dérèglement climatique. Là, il faut vraiment agir et envoyer des députés écologistes au Parlement pour faire qu'ils fassent leur travail, parce qu'ils le font. Il y a eu encore la publication d'ONG qui a scanné l'efficacité, en fait, l'exemplarité des élus. C'est-à-dire, on met en face le programme, on se dit en face, est-ce que ces personnes ont vraiment travaillé sur ces mesures-là et les ont mises en place? Et en fait, les députés ont cette exemplarité-là aussi. Donc c'est important, lorsqu'on a des personnes qui bossent et qui ont vraiment envie de bosser sur ces questions, de les laisser faire. Donc j'ai envie de dire qu'il faut aller voter le 9 juin pour les écologistes. Eh bien voilà, c'est le 9 juin. Alors après, vous votez ce que vous voulez, le 9 juin. Vous êtes dans votre rôle, évidemment. Merci beaucoup, Priscilla Lidowski. Tout de suite, dans un instant, la culture dans tous ses états avec André Berkoff et Céline Alonso qui reçoivent la romancière Anne Bassi et l'historienne Valérie Porteret pour parler du camp de Vénissieux pendant l'occupation allemande et comment 100 enfants ont pu être sauvés. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je voulais vous dire que j'appréciais vraiment Sud Radio sans vouloir vous flatter, parce que vous êtes les seuls quasiment qui êtes capables d'inviter des personnalités qui ont des points de vue différents. Sud Radio, parlons vrai. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et